Dans ces premières expériences-là, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait toujours des fins de série dans tous les métiers, que ce soit en termes de parfum, que ce soit en termes de produits finis. Et notamment, quand tu t'adresses à de la haute couture, il y a des surplus de stock de tissus. Quand on s'adresse à notre fournisseur, on parle de grandes marques qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, quand on lance un business, vouloir avoir des revenus et rien faire à côté, c'est de la connerie. Il y a une grande notion de chance. Il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire qu'il faut pas être trop sûr de soi quand on recrute. Il faut partir du principe que la relation avec l'employé, elle se construit. Will Smith, il va le voir, il dit comment t'as fait pour être une star interplanétaire. Il lui a dit si tu veux vraiment être une superstar, avoir un vrai business, il faut... Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où j'ai l'immense plaisir d'accueillir Eli. Eli que je connais depuis presque une quinzaine d'années. Ouais, oh putain. Une quinzaine d'années. Ouais. Donc il était au sud de la France, maintenant il est revenu sur Paris et il a un parcours qui est super intéressant. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait venir aujourd'hui. Aujourd'hui, il a un e-commerce, mais je dirais un business en ligne, un e-commerce. Il va nous en parler par la suite. Avant de parler de ton business, tu peux te présenter rapidement qui tu es, où est-ce que tu as grandi, ce que tu as fait comme études, etc. Et puis après, parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Pourquoi tu as lancé ça, comment tu t'es développé, etc. D'accord. Alors déjà merci beaucoup parce que c'est un peu nouveau pour moi, donc un peu d'indulgence. Moi comme tu le sais, j'ai grandi dans le sud. Je suis né à Paris. Après j'ai rejoint ma grand-mère qui était un peu malade avec ma mère dans le sud de la France. Donc j'ai grandi, j'ai passé mon bac et tout dans le sud. J'ai fait une partie de mes études dans le sud de la France. Je suis remonté à Paris donc 4 ans après. J'ai enchaîné plusieurs tafs où justement je me suis un peu familiarisé avec tout ce qui était marketing digital. D'accord. J'ai notamment bossé, pourquoi je t'en parle si tu comprendras par la suite, dans une boîte qui remettait sur le marché des surplus de stock de parfums. Tu vas voir que tu vas faire un peu le lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc par l'accumulation de plein d'expériences, j'ai été amené à créer My Little Coupon. Et donc voilà, donc dans un premier temps, j'ai bossé dans plusieurs boîtes où justement c'était plutôt de la production, donc c'était pas véritablement dans le luxe, mais c'était des parfums moyenne gamme qui servaient justement à alimenter des solderies. Je sais pas si tu vois ce que dans le sud il y en a pas trop, mais à Paris il y a plusieurs enseignes qui vendent à petit prix, ce qui s'appelle solderie. D'accord. Et par la suite, j'ai bossé dans une boîte, j'ai eu un premier projet entrepreneurial qui s'est pas super bien passé, mais où j'ai appris beaucoup de choses. D'accord. Où on crée des gammes de produits pour les influenceurs. Et donc je me suis familiarisé un peu avec tout ce qui était marketing digital. Et tout ce qui me faisait plutôt peur, il y a encore 5 ou 6 ans, à savoir créer un site internet, générer du trafic, toutes ces choses qui aujourd'hui font un peu partie de notre quotidien. On s'est rendu compte à travers cette expérience-là qu'il y avait véritablement le renouveau de tout ce qui était produit avec de la réelle valeur potentielle ajoutée, c'est-à-dire pas vendre n'importe quoi, pas vendre un truc chinois, voilà. T'avais une boîte en gros où c'était quoi? C'était un peu comme une agence de marketing, c'est ça? Exactement. En fait, on s'associait avec des influenceurs en leur créant des produits qui étaient honnêtement pas de très très bonne qualité, mais qui correspondaient à ce qu'eux ils voulaient. Donc c'était assez compliqué dans le sens où par exemple il fallait qu'on s'accorde sur ce qui plaisait à l'influenceur, entre guillemets, quel que soit le coût de production, et derrière on générait du trafic qu'avec l'influence en elle-même. C'est génial, hein, le levier d'influence c'est quelque chose de très fort, de très fort qu'il faut pas négliger. Mais à moins d'être vraiment Nabila ou d'être Kim Kardashian, quoi, c'est dur de gagner vraiment de l'argent avec. Voilà, et que ça soit vraiment pérenne dans le sens où ça soit le seul trafic potentiel. Voilà. D'autant plus qu'une fois qu'on lance un produit qui est propre à un influenceur, tu peux essayer d'aller générer avec de l'advertising ou quoi que ce soit. C'est dur d'aller générer des ventes sur des gens qui aiment justement le produit qui a été développé par tel influenceur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Donc comment, juste je reprends la partie, donc tu fais tes études, t'arrives sur Paris et tu te dis, donc t'as bossé, t'étais salarié dans des boîtes rapidement? Ouais, exactement. T'étais salarié, t'en as eu marre? C'est plus que marre, ça veut dire qu'il y a un moment donné où c'est des caractères, mais il y a un moment donné où t'as l'impression que c'est pas pour toi, quoi. On te donne un peu trop d'ordre, tu peux pas t'exprimer. Il faut une liberté. T'as l'impression que t'as ta créativité qui est bridée. Exactement. Et en fait, faut pas le prendre que mal parce que du coup ça te donne un peu les crocs parce que
t'engendre un peu de frustration, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Okay. Mais par contre, il faut savoir qu'à un moment donné, il va falloir l'exprimer ailleurs. Et c'est un peu stressant parce que quand tu dois l'exprimer ailleurs, faut pas te planter, sinon t'es juste un débile qui vient de rater, tu vois, qui met de côté son CDI. Et donc du coup, voilà, à un moment donné, je savais qu'il fallait que je fasse ça. Et j'ai des copains avec qui on s'est assez vite entendu sur ce projet que je viens de te décrire. Et donc voilà, dans ces premières expériences-là, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait toujours des fins de série dans tous les métiers, que ce soit en termes de parfum, que ce soit en termes de produits finis, et notamment quand tu t'adresses à de la haute couture, il y a des surplus de stock de tissus. Pour faire le lien justement avec cette deuxième expérience dans l'influence, on s'est rendu compte que il fallait toujours plus apporter des produits de qualité. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de niches et que c'était beaucoup plus dur sous certains aspects, notamment dans l'e-commerce, de cibler des mass market entre guillemets. Okay, ouais, tu vois ce que je veux dire? Quand on parle à des gens passionnés, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc en gros, sur ta première boîte où tu vendais, on va dire, un petit peu tout et n'importe quoi, tu t'es rendu compte à travers cette boîte-là que ce qui marchait, c'était pas le produit que tout le monde avait, c'était peut-être un produit très 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 spécifique, qu'on va appeler niche. Et comme il était tellement spécifique, t'allais toucher peut-être beaucoup moins de personnes, mais les personnes que t'allais toucher allaient tout de suite te l'acheter. Parce que pour eux, tu leur parlais directement, tu leur touchais le cœur en gros par rapport à ce produit-là. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Et puis par la suite j'ai compris tout ce que ça c'est ce que je pensais à l'instant T, et par la suite j'ai compris tout ce que ça voulait dire en termes de réengagement, en termes de réachat. C'est d'autant plus vrai 3 ans après, enfin je peux te le dire, oui c'est vrai, c'est d'autant plus vrai parce que quand on apporte une vraie valeur ajoutée en termes de produits, et ça c'est très important parce que des fois on pourrait avoir envie de se lancer sans avoir véritablement réfléchi à ce qu'on va apporter comme réelle valeur ajoutée. Il faut pas négliger la partie conceptualisation de produits, quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais je pense que c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que quand tu présentes ta formation, tu sais que tu as travaillé tant d'heures, ça t'apporte du résultat derrière. Du résultat derrière, et puis même comme toi tu sais que tu apportes une vraie valeur ajoutée, t'es plus apte à pouvoir vendre ta formation parce que tu sais ce que ça va apporter aux gens, quoi. Ouais, clairement. Donc aujourd'hui, en gros, au début, tu vendais un peu, entre guillemets, pas tout n'importe quoi, mais c'était des produits assez basiques. Basés sur l'image de quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, tu vends un produit qui est déjà beaucoup plus, on va parler après du produit, qui est déjà beaucoup plus niché, qui a une valeur auprès de la personne. C'est-à-dire que la personne, quand elle achète son produit, elle est très contente. Et derrière, c'est une niche et elle est contente de son produit, donc elle va t'en racheter un deuxième, puis un troisième. Et ton meilleur client, ton meilleur deuxième client, c'est ton premier client. Exactement. Donc tu fais cette boîte-là, tu décides de te barrer, en gros, de partir de cette boîte-là. Et donc là, tu montes directement My Little Coupon. Est-ce que tu peux expliquer vraiment ce que c'est assez simplement, mais le concept qu'il y a derrière? Donc en gros, à ce moment-là, juste pour faire le lien, du coup, je m'en vais, et avec tout ce que ça sous-entend, donc tu flippes un peu parce que tu passes d'une situation à une autre, pas forcément avec beaucoup d'argent et tout, enfin voilà. Et donc j'ai mis mes derniers euros dans l'achat d'un stock. Alors pour vous expliquer, les grandes maisons de couture, les noms que vous connaissez sur l'avenue Montaigne, lance des collections, et dans les collections à échelle des productions pour pouvoir inonder des magasins à échelle mondiale, quoi, il y a toujours des aléas de production. Et dans ces aléas, que ça soit des collections qui soient annulées ou des changements de chef produit ou des changements de bureau de style, ils se retrouvent avec des surplus de stock. C'est le cas dans tous les métiers, dans le parfum, dans la parfumerie, dans la cosmé, dans le produit fini, donc voilà. Et d'autant plus dans le tissu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent avec des surplus de stock de tissu. Nous, notre travail, c'est de racheter ces surplus de stock-là et de les remettre sur le marché. Nous, on a homogénéisé le produit. Vous verrez par la suite que c'est assez important pour nous de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir fait en coupon de 3 mètres, qui est un produit un peu phare dans le monde de la couture, quoi. Le coupon de 3 mètres, bon, on n'a rien inventé, mais nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, on permet aux gens d'acheter à des tarifs très intéressants, des tissus issus de fin de série, donc fabriqués en Italie, ou donc des tissus qui vaudraient extrêmement cher, des tissus de grande qualité à des tarifs préférentiels. En gros, imaginons je prends un nom de marque comme ça, t'as Gucci par exemple. Exactement. Gucci qui lance sa collection 2024. Ouais. Ok, donc elle va produire, 50 robes avec un type de tissu. Exactement. À la fin, elle a créé trop de tissus, elle pourra en créer encore 20 trop. Ouais. Elle va stocker ce tissu. Donc, en plus de ça, j'imagine que ça lui coûte de l'argent de garder ce tissu. Donc, exactement. En gros, c'est une contrainte pour elle. Ouais. Donc, toi, tu viens enlever cette contrainte en lui rachetant ce tissu. Donc, tu déstockes
Voilà. Une marque. Du stock mort. Voilà, tu déstockes ce stock mort, donc je pense que tu arrives même pour eux comme c'est intéressant pour eux, j'imagine. Ouais, c'est intéressant et pas intéressant. Je te coupe pas, continue. Et derrière, toi, t'as quand même un travail parce que t'as un travail de recherche. Bien évidemment, chercher ces stocks, avoir les contacts avec ces personnes-là. Voilà. Forcément, derrière, il va falloir toi le restocker dans un de tes hangars. Je pense que t'as un hangar aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Le restocker. Ensuite, le proposer sur le marché, le couper, l'envoyer, etc. Donc c'est pas du tout du dropshipping ou du... Ah non, ça c'est l'inverse. Ouais, voilà. Ouais, ça veut dire que, bon, on en parlera par la suite, mais c'est pas, on compte pas nos heures, quoi. Ouais. Ça veut dire que oui, c'est l'inverse de l'économie du stockage et on a un métier qui est énormément porté logistique et enfin on n'a pas peur d'avancer des sommes de plus en plus énormes qui font peur justement sur du stock immobilisé qui va être immobilisé le temps qu'on puisse le travailler parce que justement comme c'est des fins de série, c'est des choses où il n'y a pas forcément de code barre, c'est pas des choses qu'une usine nous livre. Ouais. On copie-colle les données, on copie-colle les photos et il est directement en ligne. Il y a toute une main d'œuvre à mettre. Mais pour revenir à ce que tu disais, alors en fait, nous en quoi c'est intéressant ce qu'on fait d'un point de vue valeur ajoutée pour le client, c'est que par exemple quand on s'adresse à notre fournisseur, on parle de grandes marques qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et ces grosses sommes dont je suis en train de te parler, pour eux c'est l'équivalent de mon budget trombone, quoi. Oui. Ça veut dire c'est des surplus stock, ils voient que ça prend de la place dans l'entrepôt, faut que ça dégage. Donc quand tu parlais de considération, oui, il y a de la considération polie, disons, mais voilà. Par contre, ce qui est fou, c'est que tu vois, on parle d'un tissu qui est de matières qui sont véritablement incroyables, fabriquées en Italie. Bah, des gens qui, rêvent de faire des collections et tout ça, donc ils ont plus forcément le temps d'en parler. Et moi, par contre, mes clients, c'est des gens qui vont être extrêmement sensibles justement à ce qui est un peu galvaudé par. D'accord. Voilà. Donc nous, notre valeur ajoutée, elle est dans le fait de pas avoir peur de racheter des quantités qu'on nous impose, que des fois ça peut être si vous voulez travailler avec nous, faut que vous rachetiez tout ça. Ouais. Toi t'arrives, tu dis est-ce que je vais vraiment pouvoir, est-ce que je suis pas en train de devenir fou, enfin bref. C'est de pas avoir peur de le stocker, de le garder. Voilà, et après c'est de pas avoir peur de le travailler de nos mains. Tu parlais de dropshipping, donc de faire travailler des gens sur des conditions entre guillemets françaises, donc avec des voilà. D'autant plus des gens qui commencent à exister depuis un certain temps dans l'entreprise, qui ont créé un vrai besoin dans l'entreprise, qui sont vraiment bons, donc que tu valorises toujours plus, indispensables, qui se sont rendus indispensables, donc que tu valorises toujours plus. Et voilà, pas avoir peur, faire les photos de chaque produit, les passer à la machine à métrer pour voir quel est le stock exact. Okay. Donc on a énormément de travail logistique et voilà, c'est ça notre travail au quotidien. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi un peu le côté recyclage. Dans le fond, tu vas donner une deuxième vie à du tissu qui n'a pas servi à une collection. Exactement. Et donc, il va servir à d'autres personnes. Parce que la personne qui va venir t'acheter, est-ce que c'est soit le client final qui décide de s'acheter un super tissu pour se faire une robe à lui personnellement? Est-ce que ça peut être aussi une personne qui va acheter le tissu et qui va faire des robes pour d'autres personnes qu'elle va encore revendre derrière? Alors, nous, on travaille aussi bien en B2C et en B2B. Comme tu as dit tout à l'heure, entre parenthèses, on est entre autres un e-commerce. Aujourd'hui, on a plusieurs façons d'écouler nos stocks. Mais oui, donc c'est vrai qu'il y a une véritable notion de seconde vie. C'est-à-dire qu'on remet sur le marché des fins de série, c'est des stocks morts. Donc il y a une revalorisation de stocks dormants qui est pas à négliger et qui plaît beaucoup à nos clients. Ils peuvent acheter avec entre guillemets la conscience tranquille, il n'y a pas eu de production en Turquie, en Chine ou quoi que ce soit. C'est véritablement l'inverse, hein. Et nous, c'est justement le message qu'on veut véhiculer, c'est que il n'y a pas besoin de fabriquer des tissus moyens, voire naze à l'autre bout du monde. Il y a des très beaux tissus dans des entrepôts en France qui ne demandent qu'à être valorisés par des gens qui sont sensibles à ça. Alors pour te répondre à la deuxième partie de tes questions, la frontière dans mon métier la frontière pour nos clients entre le B2C et le B2B, elle est très très faible. Dans le sens où quand on vend à des passionnés, très très vite vient le projet potentiel de créer une marque. Donc on peut très bien avoir vendu du tissu à une dame. Il y a une notion féminine quand même à 98%. Il y a 98% de nos clients sont des femmes. Et c'est vrai que souvent, quand on parle à des gens qui sont aussi passionnés, ils rêvent toujours un peu de lancer une petite collection, et ça nous est arrivé plein de fois de vendre à telle dame qui entre-temps on a vu a monté son URL
et commence à vendre, peut-être même en dépôt-vente dans des concept stores pas loin de chez elle. Donc voilà. En autre client B2B, on a beaucoup de revendeurs de tissus. On vend beaucoup un peu partout en France à des revendeurs. Et on a des tapissiers, on a toutes sortes de métiers, de gens qui travaillent de leurs mains, quoi, des artisans, quoi. Est-ce que t'as aussi, c'est une question qui me vient comme ça, toi le tissu que tu vends, quand tu vas le vendre, tu vas indiquer de quelle marque il provient? Est-ce que t'as le droit de... Alors en fait, nous, on a fait le pari depuis le début de jamais rentrer dans ces histoires de name dropping. Un peu comme de name dropping, c'est-à-dire de dire ça vient de telle ou telle marque. D'accord. Dans le sens où c'est une de nos plus grosses valeurs ajoutées à l'achat. C'est-à-dire que il y a eu en vérité c'est un métier qui est vieux comme le monde, le métier de VP, tout ça, de soldeur. D'accord. Mais il y a eu beaucoup d'excès et le truc c'est qu'on travaille avec des marques tellement prestigieuses que elles sont pas forcément pour qu'il y ait une petite start-up qui galvaude leur image de marque qui a été travaillée depuis des millions d'années. Moi, si je décide de faire n'importe quoi en story et que juste après je dis je viens d'acheter chez telle ou telle marque. D'ailleurs, tu verras que moi j'utilise même pas d'exemple parce que j'ai très peur de dire. D'accord. Voilà, donc tu vas mettre en avant plutôt la qualité du tissu. Exactement. Tu vas le montrer. Tu vas dire voilà, ça c'est un tissu qui est peut-être fait dans tel pays. Exactement. Regardez sa texture, regardez sa qualité, etc. Voilà. Et derrière, bah si ça vous intéresse, mais tu ne parles pas de. Ouais. On le fait pas et puis ton client ils sont entre guillemets ils sont. Bah, j'imagine que il y a une valeur ajoutée pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront très contents de savoir que ça vient de telle ou telle marque. Ouais. Moi, c'est pas c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. C'est pas ce que j'ai envie de véhiculer, je trouve pas ça forcément de très bon goût et puis je peux comprendre hein, il y a des gens qui peuvent être très contents d'avoir un tissu qui vient de telle grande maison, ça on peut fabuler sur ce qui s'est passé et tout ça, mais moi l'intérêt c'est de vendre un très très joli tissu. Honnêtement, pour ceux qui la qualité en lui-même, en elle-même, la couleur, etc. Voilà. Plutôt que ça vient de telle la composition, le pays de fabrication qui en vérité dans mon métier est très révélateur quand même. Je me rends compte quand c'est fabriqué en Italie, quand c'est fabriqué au Japon, quand c'est fabriqué en France, c'est quand même des gages de qualité. Mais non. Après honnêtement, les connaisseurs et surtout les connaisseuses. Il y a pas besoin de dire de nom, quoi. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui achètent chez nous, je peux leur donner un petit tip. Il y a, quand par exemple vous avez un imprimé, vous faites un petit screenshot, vous le mettez sur Google Photos, directement vous voyez, voilà, vous voyez chez qui on l'a acheté. Mais voilà, moi je préfère pas prendre de risques et je préfère continuer à bien m'entendre avec mes fournisseurs et pas qu'ils m'en veulent et que la prochaine fois ils me vendent pas et que je puisse pas. Maintenant, du côté toi entrepreneur. En gros, comment aujourd'hui tu organises tes journées? T'as combien de personnes avec qui tu bosses? Parce que t'as donc une partie internet, donc t'as un site internet avec donc la création du site internet, toute cette partie-là, mais en même temps t'as aussi, en gros, c'est un e-commerce un petit peu physique que tu as. Ouais. C'est-à-dire que t'as ta partie physique qui vend en ligne. Exactement. Voilà. Alors en fait, nous on a un peu fait l'inverse je pense notamment à certains confrères qui sont des institutions qui existent depuis 100 ans, disons. D'accord. Et qui un jour ont dit on va faire un complément de revenu, on va créer un site internet. Nous on est ce qu'on appelle des entre guillemets pure players. Donc en gros on est un peu des gens sortis de nulle part qui ont sorti un e-commerce et petit à petit comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans notre métier, il faut pas avoir peur de prendre des entrepôts toujours plus grands et tout ça. Donc qu'on le veuille ou non, on a une assise, c'est-à-dire que voilà. Et du coup, on a décidé d'ouvrir notre stock qui est mutualisé avec le stock internet directement sur de la vente en ligne. Sur de la vente sur place, pardon. D'accord. Donc on travaille sur un CMS très connu qui est Shopify. D'accord. Et sur Shopify, vous avez une annexe qui est Shopify Point of Sale, qui permet si par exemple madame vient acheter le produit A, et le produit A est défalqué de notre stock du CMS et donc madame à Rennes peut l'acheter s'il en reste, et s'il en reste pas le stock aura été défalqué, on n'a pas de problème de gestion de stock. Donc comment c'est géré? C'est très simple, il y a une grosse partie achat. Donc il faut être très très énergique aux achats parce que on se prend beaucoup de portes. C'est compliqué, faut pas avoir peur de. Donc t'as qui aujourd'hui, qu'est-ce qui va téléphoner imaginons, moi je sais pas, je dis une bêtise, je suis à Florène. Qui c'est qui va t'appeler? Qui est-ce qui va appeler? C'est toi? Alors je le fais, j'ai une hygiène où je le fais, disons, 1 heure et demie, parce que j'ai pris le réflexe. Mais c'est pas tout le temps moi. En fait, il y a une réunion par jour ou par semaine? Jour.
Ouais. Ok. Par jour, ouais. Donc presque tous les jours, t'appelles une marque. Bonjour, c'est Eli, Exactement. fondateur de My Little Coupon. Pour te dire, il y a moi, il y a mon père qui m'aide depuis un certain temps. D'accord. Et qui est très doué d'ailleurs aux achats. Et il y a une fille qui s'appelle Estelle qui m'aide sur plein d'autres choses, notamment la saisie de données, parce que comme on fait des fins de série, on a des panoplies de produits, donc on a énormément de saisie de données et de création de fiches produits. Okay. On met peut-être 40 nouveaux produits par jour sur le site internet, donc on a beaucoup de, comme je te dis, on travaille quoi. C'est l'inverse du drop. Et du coup on passe 3 fois chacun 1h30 on est 3 à passer 1h30 par jour. Okay. Et on a un peu notre navigation personnelle chacun, on s'en parle pas trop. Parce que il faut pas avoir peur de le faire et il y a beaucoup de marques qui vont vous dire j'ai pas le temps, je dois lancer telle collection, là il y a le défilé, il y a toujours une bonne raison de pas parler, là c'est les vacances, là c'est les trucs. Donc il faut ne pas avoir peur de rappeler quand elle vous dit je vous rappelle dans 3 mois, il faut rappeler. Et en vérité, rien que si on suit les il faut rappeler, il y a l'heure au moins elle est passée. D'accord. Voilà, après on lit un peu le journal du textile, tout ça, on voit un peu les nouvelles marques parce que dans le textile, il y a beaucoup de gens, je me rends compte très dynamiques et très courageux qui ont pas peur de prendre des gros loyers et tout. Je sais pas comment ils font. Moi, par exemple, j'ai pas eu ce courage-là de prendre des loyers dans Paris mirobolants et qui croient en leur projet, qui ont pas peur. Je vois, ils achètent des très belles matières, eux, directement en Italie, tout ça. Et donc, oui, il y a plein de nouveaux acteurs et on essaie de toujours appeler, quoi. Mais après, c'est contre-productif. Après 1h30, c'est trop déprimant. C'est pas possible. Clairement. Parce que tu prends trop de portes. Ouais, puis même pour le moral, c'est bon de faire un temps et après passer à autre chose. Exactement. Donc vous êtes en tout, vous êtes combien de personnes? Tu gères combien de personnes? On est 9 hors moi. Je parle. J'ai 9 parce que on reste quand même une petite structure. Donc j'ai 9 interlocuteurs. Je parle toute la journée à Estelle. Je parle j'ai un chef de dépôt qui gère un peu, enfin qui est très très bon quoi. Et je te parlais de profils qui se sont rendus indispensables. Il s'est rendu indispensable. Et puis il y a donc plusieurs personnes qui travaillent à l'entrepôt en préparation de commandes, en photo, en prise de mesure. Et puis voilà quoi. Comment aujourd'hui c'est quoi l'ambiance dans ta boîte? T'es quel type de patron? T'es quand même assez jeune, t'as 28 ans. Comment aujourd'hui tu gères des gens? Ils ont quel âge dans ton équipe? C'est une très bonne question parce que c'est alors c'est pas quelque chose qui s'apprend en réalité. À l'école, on peut parler de management, etc. Entre ce qu'on voit à l'école, où et la réalité, il y a un monde, j'imagine. Ouais, il y a un vrai monde. Et alors en fait, j'oscille entre grandes décontractions parce que en vrai c'est ma nature et qu'honnêtement je suis pas assez rigoureux disons pour aller au travail sans me dire je vais passer une bonne journée. Okay. Tu vois ce que je veux dire, j'arrive pas à y aller très scolairement et il faut faire ça donc c'est très on déconne beaucoup quoi quand on est entre nous, énormément. Et c'est vrai que des fois je suis peut-être un peu rigoureux sur certains trucs. Par exemple, il y a des respects mutuels que j'aime bien qu'il y ait, notamment par exemple sur les horaires le matin, tout ça. Donc il faut quand même une espèce de il faut quand même en fait t'es cool à partir du moment où tout le monde fait son boulot. Exactement, exactement, et où tout le monde n'empiète pas sur le boulot de l'autre, parce que en vérité dans une équipe c'est très très important que tout le monde fasse bien son boulot. Pourquoi? Parce que les dynamiques elles sont collectives. Si toi t'arrives et t'es extrêmement motivé mais que t'es le seul à être motivé, tu vas pas aller loin. D'accord. Et c'est une forme de respect de l'autre que d'arriver avec un espèce de dynamisme et peut-être même une espèce de bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien. Au bout enfin tout le monde a ses hauts et ses bas et au contraire, on est tous touchés si quelqu'un est pas bien. Mais si par exemple il y a quelqu'un qui a un peu le culte de ruminer quoi. Moi je suis pas fan. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais on a imposé un peu un truc un peu good vibes quoi. Ok, d'accord. Voilà. Qui apporte une vraie dynamique, je pense. Imaginons tu décides de, je sais pas moi, de te barrer 2 mois à l'étranger. Est-ce que tu pourrais entièrement déléguer ton business et je sais pas moi, faire une visio d'une demi-heure par jour? Est-ce que ça marcherait ou est-ce que ça s'effondrerait? Alors je vais te répondre en toute franchise. Je me suis jamais permis le recul nécessaire
D'accord. pour pouvoir être apte à te répondre aujourd'hui. Ça veut dire que je sais que par exemple l'année dernière je me suis marié et que bon donc pendant une semaine, 10 jours j'étais pas là. Je devrais mal le prendre, mais je crois que ça a jamais aussi bien tourné que ce jour-là et que ces jours-là quoi. Honnêtement, je vis ma boîte, donc Okay. mais d'une manière peut-être un peu morbide. Il faudrait pas peut-être autant, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pris cette espèce de rythme-là. D'ailleurs, c'est pas toujours sympa pour mes prestats et tout, parce que je peux envoyer sans m'en rendre compte un message à 23h30 ou voilà, bref. Donc, je pense pas que ce soit la bonne solution. Hein. Je pense qu'il faut le faire peut-être au début. On a tous besoin de mettre des gros coups de boost. Après, il faut savoir gérer avec sa santé, avec tout ce qui peut suivre, tout ce qui fait qu'on va rester dynamique. Mais je peux pas te répondre vraiment. Je pense qu'au bout d'un moment, ça quand même, ça va se faire sentir si je suis plus là. Parce que j'ai l'impression en dehors de la valeur ajoutée que je peux apporter et des nouveaux projets que je peux amener, parce que j'ai eu telle ou telle vision, voilà. J'ai quand même l'impression de résoudre quelques problèmes au quotidien assez existentiels. Donc, je pense pas que ça soit un business qui soit même à terme totalement automatique. Après, aujourd'hui, faut pas se mentir. Aujourd'hui, on nous vend beaucoup à travers les formations, YouTube, etc. Exactement. Le fait d'automatiser à 100%. Ouais. On peut automatiser un business. Ouais. Maintenant, à 100%, le revenu passif en lui-même, il existe quasiment pas. Faut pas rêver. Faut avoir un minimum de présence. Après, c'est sûr que tu peux arriver à faire des choses et n'y passer qu'1 heure par jour. Totalement, ouais. À partir du moment où tu as une très bonne équipe et que tu as des gens à qui tu as confiance et qu'en 1 heure tu résous tous les problèmes et que tu es organisé, ça peut se faire. Ouais, il y a une notion très importante, comme tu dis là, de choses qu'on entend beaucoup sur Internet. Et je pense que déjà le but de tout automatiser, c'est un peu ce qu'on essaie de vendre à des gens qui ont pas véritablement envie de se mettre au travail. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Donc après, je sais pas si le but d'une vie c'est d'être complètement lobotomisé et que ça tourne tout seul et que bon, je sais pas si forcément tous les grands héritiers sont très heureux. Mais oui, la notion de gain de temps est beaucoup plus intéressante. Ça veut dire vous êtes épris par votre projet, vous avez envie que ça marche, et peut-être oui, c'est vrai, vous avez pas envie de passer 7 heures sur une tâche répétitive qui peut un peu s'automatiser. Oui, ça c'est intelligent. Et même c'est nécessaire. On travaille intelligemment. On travaille pas pour travailler quoi. Juste pour être fatigué et bien dormir le soir. Il faut travailler intelligemment. Mais tout automatisé, je suis pas un grand fan de ni de la délégation à outrance. Parce que faut pas croire, il y a bien un moment où il faut payer quelqu'un, il y a bien un moment où quelqu'un prend une plus grosse marge sur ce que vous auriez pu gagner si vous étiez un peu moins feignant. Donc voilà. Donc ça veut dire en gros mine de rien, enfin plusieurs choses dans ce que tu dis qui est intéressant, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, quand on lance un business, vouloir en gros avoir des revenus et rien faire à côté, ça existe pas. C'est de la connerie, faut pas se mentir, c'est clairement de la connerie. Et en plus de ça, ou de l'escroquerie en fait. Voilà. Et en plus de ça, personnellement, on se ferait royalement chier. Enfin, je veux dire en transparence, être sur une plage toute la journée à rien faire, bon, c'est cool 1 semaine. 2 semaines, on commence à tourner en rond, puis au bout de 3 semaines, on devient taré. Donc je pense que le but d'une vie, c'est pas de faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais justement, en tout cas, toi, c'est ce que t'as fait. Bon, t'as été un peu salarié, ça t'a pas plu parce que t'as pas pu exprimer ta créativité, ce que tu voulais faire. T'as créé ta boîte, mais le but de créer ta boîte, c'est pas non plus juste de gagner de l'argent et de rien faire. Si aujourd'hui t'aimes ce que tu fais, t'aimes passer du temps avec ton équipe. Totalement. Ouais. J'imagine que pareil, t'as peut-être des affinités aussi avec tes clients. Ouais, totalement. Et t'as pas envie de te barrer et tout simplement parce que tu passes une bonne journée en travaillant. Carrément. Ouais, la notion d'aventure, elle est beaucoup plus globale que l'argent. En fait, l'argent c'est un truc nécessaire. C'est à la fin, c'est ta récompense. D'une part, et il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre, si vous êtes passionné, vous avez des idées. Et quand vous avez une idée, par définition, elle va vous coûter de l'argent. Il faut pouvoir mener à bien des projets. Tu mènes à bien des projets pas tout seul, avec ta matière grise. Il va falloir tenter, il va falloir se tromper, donc il va falloir avoir l'argent dans la poche pour pouvoir le sortir. Voilà. Un prestat, ça se paye, ça va chercher dans ta trésorerie, ça se paye. Donc il faut prendre l'argent pour ce qu'il est. Mais la notion d'entrepreneuriat, elle est bien plus complète que t'as gagné combien ce mois-ci. C'est une aventure humaine, vous allez certainement vous taper des barres, vous allez avoir des satisfactions personnelles énormes. Et puis, pourquoi pas, vous allez pouvoir payer des vacances à votre épouse, à votre époux, avec vos enfants, et vous serez trop content parce qu'il y a un sentiment de plénitude et il y a un sentiment surtout en vérité, c'est ça qui est important, c'est le sens que vous donnez à votre vie. Il y a une cliente qui est contente.
bon bah qu'est-ce que vous voulez de plus quoi. C'est ça. Et il y a quelqu'un qui a, dans ton cas, qui a changé sa vie en voilà, on peut rien espérer de mieux. Et il va parler, et puis vous allez prendre de l'ampleur. Mais oui, la notion d'argent, je pense qu'il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est une condition nécessaire pour aller au bout de certains projets, mais très très nécessaire. Hein, il faut pas se mentir. C'est quelque chose qui peut vous sortir de situations très très compliquées. Donc il faut se battre au quotidien pour essayer d'en générer. Mais c'est loin d'être une fin en soi. Et c'est pas du tout un message bien pensant ce que je dis. Au contraire. Non, je comprends. Voilà. C'est que l'argent, ça va être la finalité, mais en fait, ce qui est le plus important, comme on le dit toujours, c'est bien évidemment, il faut travailler pour gagner des ronds. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je dis aux gens. Si t'aimes pas ce que tu fais toute la journée, c'est mort. Ça sert à quoi? Premièrement, tu gagneras pas d'argent parce qu'à un moment, ça va te gonfler, tu vas arrêter. Et puis, le but d'une vie, avant toute chose, c'est mon point de vue, c'est tous les jours passer une bonne journée. Si tous les jours, tu passes une journée de merde pour à la fin gagner quelque chose, bah, ça n'a strictement aucun intérêt. Et même ton argent que tu auras gagné, dans le fond, il aura pas forcément de saveur. En plus de ça, derrière, si tu veux le faire travailler, et le faire investir, et bah, tu auras tellement galéré et passé du mauvais temps pour l'avoir que tu vas avoir tendance à le stocker plutôt que de le faire travailler. Et pour moi, c'est la pire solution. Totalement, pour s'enrichir humainement et professionnellement. Totalement, ouais. Non, c'est super, ouais. C'est pour ça que en fait, les parents souvent ils ont tendance à vous dire, faut que tu fasses quelque chose que t'aimes, mais c'est pas vrai en fait. C'est méga vrai parce que ça, quand vous êtes passionné par ce que vous faites, il y a des super pouvoirs quoi qui arrivent. Exactement. Contrairement à quelqu'un qui de toute façon, moi je vois à titre personnel, j'aime tellement ce que je fais que quand par exemple il y a une tâche qui me plaît pas, ça à la limite je la trouve intéressante de la déléguer parce que voilà, je vois pas pourquoi c'est pas possible quoi. Je vais perdre mon temps, je vais mal le faire, je vais le faire moins bien que quelqu'un d'autre. Même une tâche propre à ma boîte que j'ai déjà fait 500 fois. Hein. Quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu peux. C'est pour ça que la notion de donner envie aux gens et d'ailleurs quand t'entreprends, il y a une notion de pédagogie à avoir avec son équipe qui est énorme. Hein. Si vous êtes pas forcément patient, des fois c'est un peu dur. Il faut être persuadé que le fait de transmettre un savoir ou un savoir-faire quoi, c'est très important et il faut savoir motiver les gens. Voilà. Exactement. Et savoir s'éloigner un peu des gens qui veulent pas se motiver. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer, qui veut ouvrir sa boîte, un commerce, un e-commerce? Ouais. Qu'est-ce que le Eli d'aujourd'hui dirait au Eli quand il a voulu commencer? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui se lance dans le e-commerce? Alors dans le e-commerce, déjà le Eli qui a commencé, moi je pense qu'il était vraiment vrai. En fait, il s'est pas dit je veux monter un business, c'était sûr. Genre ça veut dire que il a pas pris le temps de se dire c'était du sûr. Ouais, voilà. C'était obligé. Exactement. Et surtout, il y a eu des accumulations de petites expériences qui ont fait que c'est même pas moi qui ai pris vraiment la décision. Ça y est, il fallait le faire maintenant. Voilà. Donc être sûr de comme on a dit, de sa passion potentielle sur un domaine, être sûr de son produit, aimer son produit. Et puis normalement, si la personne elle aime son produit, et que elle lance son affaire, je pense. Hein. Et tout ce qui va être e-commerce, franchement, la notion d'internet fait rêver parce que on vend un peu partout, donc on a un sentiment de pouvoir toucher des millions de personnes. Il faut savoir que Internet sous-entend beaucoup de logistique. Tous les sites que vous voyez, ça travaille beaucoup en interne. Il faut pas avoir peur du tout de travailler. Il faut pas du tout compter ses heures. Il y aura évidemment des hauts et des bas. Il y aura des grands hauts, des grands bas, mais faut foncer quoi. Franchement, faut vraiment foncer. Et je sais que c'est bateau ce que je dis et que vous l'avez déjà entendu 100 fois, mais faut foncer et puis il faut être passionné quoi. Parce que si vous êtes passionné, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire vous-même. Donc vous allez économiser beaucoup de vos premiers sous qui sont très très importants. Et puis vous allez avoir une capacité de travail importante. Voilà. Être passionné, c'est vraiment important. Alors je vais finir par ce que tu dis. En fait, on voit entre ce que tu dis et d'autres discours de personnes qui font des e-commerce, une grosse différence. Ouais. En gros, ce que je remarque entre ce que tu dis, c'est qu'on voit des personnes aujourd'hui sur Internet qui vous disent gagner de l'argent grâce au e-commerce. Et en gros, on sent que eux, leur profession, c'est juste faire je vais lancer un produit, ça marche jusqu'à un certain point, après j'arrête, je lance un autre produit jusqu'à un certain point, j'arrête, après je lance un autre produit jusqu'à un certain point, j'arrête.
Toi, c'est complètement différent. Ce que tu as dit, c'est qu'il faut aimer son produit. Donc toi, ça va être l'inverse. Avec déjà, en fait, vous n'allez pas vous lancer dans un e-commerce. C'est que vous avez un produit qui vous intéresse. Ouais. Ça peut être, j'en sais rien, vous êtes passionné de mobilier, par exemple. Vous êtes passionné de mobilier, de beaux meubles, etc. Et à partir de cette passion sur un produit, tel qu'il soit, derrière, vous allez créer un écosystème e-commerce et vous allez pouvoir vendre ce produit-là. Totalement. Ce qui est deux approches qui sont, au fond, complètement différentes. Il y a une approche qui est très basée, comme on l'a vu, sur l'argent. Faites des commerces pour gagner de l'argent. Toi, c'est une approche qui est plus basée sur la passion du produit. Vous avez un produit, vous le travaillez, etc. Vous créez une vraie marque. Aujourd'hui, tu as une vraie marque qui est créée. Et derrière, vous allez utiliser Internet pour vendre ce produit-là. Exactement. Ce qui est en réalité des approches complètement différentes. Et ce qui, de mon point de vue, encore une fois, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais je pense que si on veut que ça fonctionne, l'idée c'est d'avoir, et surtout aujourd'hui encore, faire plein de e-commerce, peut-être quelque chose qui marchait il y a 4-5 ans, mais qu'aujourd'hui on le voit se casse complètement la gueule. Ah ouais. Je pense que l'idée quand aujourd'hui on se lance dans une activité, c'est de se dire, le business que je lance aujourd'hui, il sera valable dans 5 ans, il sera valable dans 10 ans, peut-être dans 15 ans même, mais je veux créer une entité, je veux créer une marque, je veux laisser quelque chose, je veux laisser un produit par la suite. Et cette manière de faire, je trouvais beaucoup plus intéressante que juste faire des one-shots pour ça ou pour ça. Moi, je vois dans mon activité, que ce soit l'immobilier, même dans l'activité de formation, combien on en a qui sont apparus 1 an et puis après il y a plus personne. Ouais, et c'est absolument pas ce que j'ai voulu créer. C'est voilà, moi je suis sur une activité de marchand de biens, ça fait 10 ans que je fais la même chose, 15 ans que je prône même les mêmes discours. Et l'idée, c'est d'avoir une vraie marque et de la continuer, de la pérenniser par la suite. Totalement, ouais. Et puis, enfin, en fait, ce qui se passe, parce que tu disais, il y a 5 ans, ça pouvait marcher, notamment, enfin, parce qu'en fait, c'est surtout ces histoires de dropshipping, là. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, il y avait énormément moins de concurrence sur tout ce qui était advertising. Donc, en vérité, tout ce qui va être publicité sur Internet. Donc, le dollar était beaucoup plus faible. Donc, nous, quand on arrivait avec nos euros, quand on payait Facebook ou Google, on pouvait acheter beaucoup plus de pubs. On payait peut-être tout 20% moins cher que maintenant. Donc évidemment, quand vous payez tout 20% moins cher, vous pouvez essayer d'aller chercher plus de gens pour entrer un peu dans les détails. Mais honnêtement, moi je conseille pas aux gens de voilà. Après je veux pas me faire d'ennemis, mais j'y crois pas. Et puis c'est pas parce que ça va marcher 3 mois que enfin vous allez faire quoi 3 mois après, quoi. C'est ça. Ouais, clairement. C'est trop compliqué à gérer. Alors, tu disais donc tu as commencé ta boîte tout seul. Aujourd'hui, vous êtes 9. On parle souvent de déléguer. Moi, j'aime pas trop le mot déléguer. Je préfère utiliser le mot recruter. Parce que déléguer, c'est un peu une, je sais pas, une espèce de signification. J'ai un travail et puis je le laisse faire à quelqu'un. En réalité, si on veut que ce soit fait correctement, etc., il y a un vrai travail de recrutement. Il faut recruter une personne, faire un entretien avec elle, etc., voir si elle est performante ou pas, la former et à la fin, on va lui donner la tâche à faire. Comment toi aujourd'hui tu as géré ton recrutement? J'imagine que tu as peut-être déjà changé plusieurs fois de personne. En tout cas, moi c'est pour ma part bien évidemment. Comment tu fais ça aujourd'hui? Comment tu gères cette partie-là? Alors c'est franchement, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte si vous montez votre boîte. C'est un art. Ça veut dire moi j'ai pas eu un parcours rectiligne dans le recrutement. D'accord. J'ai été très bon certaines fois et j'ai eu le pire flair d'autres fois. Donc c'est pas une science exacte du tout. D'accord. Il y a 70 millions de Français aujourd'hui, donc quand vous allez recruter quelqu'un, il y a quand même, faut partir du principe qu'il y aura toujours une notion de chance et que les 10 minutes d'essai que vous allez faire ou les 3 entretiens que vous allez faire, vous connaissez pas la personne. Donc déjà, moi je pense qu'il faut partir de ce principe-là. Alors comment ça s'est passé? Dès le début, les moyens faisaient que au début je devais commencer avec une stagiaire dont je t'avais parlé d'ailleurs, qui s'appelait Elsa et qui en fait 3 mois après était en contrat chez moi parce que ce qui se passe c'est qu'à un moment donné disons que les premiers recrutements sont les plus simples parce que c'est les premières personnes sont avec vous au quotidien, elles voient exactement ce que vous faites et t'as dit un truc super vrai, c'est que la différence entre recruter et déléguer, pour moi, c'est que dans le fait de déléguer, ça sous-entend que toi t'as pas trop pris le temps de comprendre de quoi il s'agissait et tu prends une zone un peu floue et tu te dis je vais prendre quelqu'un voilà.
Sauf que tu vas prendre quelqu'un, si t'es en train d'essayer de savoir s'il fait du bon travail ou pas, tu le sais même pas puisque tu connais même pas les KPIs, les voilà. Pour tous les aboutissants de la tâche que tu veux lui donner. Exactement. Donc t'es même pas voilà, c'est pas tout de voir que la personne travaille, il faut savoir si elle est compétente. Donc je pense qu'il y a une grande notion toujours avec cette histoire de passion, de pas avoir peur de commencer à s'intéresser à quelque chose qu'on sait pas faire, puisque dans une boîte, et notamment quand vous allez avoir toute une partie digitale, toute une partie logistique, et c'est peut-être pas votre corps de métier principal, donc il y a plein de choses à apprendre, à s'y intéresser, à bûcher, quoi, à pas comprendre. Franchement, à pas comprendre, à être hyper curieux, à pas hésiter à demander aux gens. Mais donc voilà, petit à petit, vous allez essayer de vous entourer. Nous aujourd'hui, on a une grosse communauté sur Instagram. Enfin, toute proportion gardée, on a 90 000 abonnés. Donc la dernière fois, on cherchait quelqu'un pour nous aider. On a mis une story, on l'a trouvé. Mais sur les différentes plateformes au début, sur Indeed, sur et petit à petit, on essayait. Et puis quand il y a eu des affinités, mon chef de dépôt aujourd'hui qui s'appelle John. J'ai commencé à le prendre. À ce moment-là, j'avais dégagé un peu plus d'argent, donc j'ai directement fait le pari du CDD. Et je lui ai montré 2-3 fois. Après, il était en roue libre complètement sur la préparation de commandes. La question s'est pas posée. Et aujourd'hui, c'est un pilier, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Des fois, j'ai eu un peu moins de chance. J'ai recruté des gens qui, dans le stock notamment, qui ont volé un peu. Donc on s'est arrangé par la suite pour que ça s'arrête. Il y a une grande notion de chance. Il y a pas de fatalité. Ça veut dire qu'il faut pas être trop sûr de soi quand on recrute. Il faut partir du principe que la relation avec l'employé, elle se construit. Ouais. Donc si ça s'est mal passé mardi, ça veut pas dire que ça va mal se passer mercredi. Et justement, c'est ton taf à toi en tant qu'entrepreneur de faire en sorte que maintenant ça aille bien. Et puis voilà, quoi, ça se travaille. C'est comme tout, ça se travaille, et il faut pas faire l'économie de penser qu'on peut passer à l'as, quoi, et que il faut travailler, il faut expliquer toujours plus aux gens, il faut toujours plus de pédagogie, il faut toujours plus de formation. C'est très très important pour moi. C'était quelque chose de complètement fumeux au tout début. En fait, pas du tout. En fait, il y a des gens qui marchent au déclic. Ça veut dire ils arrivent pas. Un jour, tu leur dis un mot qui rentre mieux dans leur intellect, et ils le font beaucoup mieux que toi tu ferais. Voilà. Donc ça se travaille. C'est comme tout en fait. Ça se travaille. Il faut pas compter ses heures. Ok. Tu parlais de ta communauté, t'as 90 000 personnes aujourd'hui sur Instagram. Sur Instagram. Comment t'as réussi à créer une communauté sur les réseaux sociaux, à travers donc cette entreprise de revente de tissus, avec moi je te suis sur les réseaux. Il y a le côté très cool, très accessible, très communauté. Avec des lives, etc., avec des personnes qui participent. Aujourd'hui, comment t'as créé cette chose, cette communauté, en fait? En fait, c'est assez marrant parce que tu parlais du début du Eli qui a commencé. Je sais pas si par exemple ça je saurais le faire. Je suis assez content de cette communauté qu'on a créée. Je sais pas si je saurais le faire parce qu'en fait j'ai utilisé des canaux de communication qui étaient de mon âge à l'époque. D'accord. Dont j'ai un peu plus de mal. Par exemple aujourd'hui, il y a une véritable transition TikTok qui est en train de se faire. Et là je vois que j'ai 28 et que j'ai plus 20 ans. Et que j'ai plus 20 ans et que j'ai encore moins 16 ans parce que je vois que c'est des plateformes qui sont de plus en plus jeunes, quoi, et les meilleurs acteurs sont très jeunes. En fait c'est beaucoup de transparence. Je montre tout, que ça soit quand on sort les commandes dans l'imprimante, que ça soit quand on prend un café, que ça soit quand on reçoit des nouvelles marchandises. Donc je pense qu'au bout d'un moment les gens s'attachent à nous, quoi. C'est comme quand on regarde une série, en fait. Et puis d'une certaine manière nous au début moi j'ai pensé qu'il fallait véritablement le faire parce que je pense que quand même les gens sont sensibles au fait que de savoir que on a un site internet et qu'on casse un peu les barrières internet dans le sens où on montre qu'il y a quelqu'un derrière www.mailtalk.fr. Il y a des humains, c'est pas des robots qui prennent. On a tendance un peu à fabuler tout ça, notamment à cause, parce que c'est un peu à cause quand même qu'il faut le dire, avec à cause d'Amazon et des très très grosses boîtes. On pense que tout est un peu automatisé logistiquement, tout ça. Nous, il y a rien qui est automatisé. On fait tout ce qu'on peut de nos mains. Et puis je pense que c'est aujourd'hui une des raisons pour laquelle aussi les gens t'achètent, parce que comme tu as dit, si My Little Coupon, imaginons, tu coupais tout ce côté humain et tu mettais que des photos de tissus, sans rien derrière, sans toi te montrer, etc.
je pense que tu aurais 10 fois moins de communauté et il y aurait, à mon avis, beaucoup moins de commandes. Beaucoup moins de commandes. Et en même temps, ce serait pour toi et pour tes clients beaucoup moins sympa. Totalement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est aussi sympa, c'est que tu puisses, toi, Ellie, avoir avoir un échange avec le client. Si, alors, toute proportion gardée, bien évidemment, mais c'est comme si moi, j'ai acheté une Tesla et j'avais un échange avec Elon Musk. Alors, proportion gardée, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est ce qui marque, c'est ce qui marche, pardon. C'est en même temps, quand on voit un produit, il y a le produit en lui-même, qui est ce qu'on appelle un marketing, un branding, mais aussi le personal branding. Pourquoi on va acheter ton produit? On va l'acheter pour le produit, mais en même temps, parce qu'on va voir comment il est fabriqué, comment ça fonctionne, qui est derrière ça. On va s'intéresser à la personne, on va apprécier la personne, on va dire, tiens, lui, il est cool. Premièrement, le mec est cool. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne, etc. Le produit est cool, j'achète. Ouais, totalement. Et puis, comme je t'ai dit, après, c'est vraiment incroyable parce que par la suite, j'ai fait plusieurs rencontres directement sur Instagram. Il y a une fille avec qui on travaille très très souvent qui gère beaucoup une grosse partie de notre community management qu'on a rencontré en fait sur Instagram, qui fait partie de notre communauté. On était complètement dépassés par les événements logistiquement. Là, il nous fallait vite qu'on recrute quelqu'un. On a mis une story, on a retrouvé quelqu'un. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est des gens qui te connaissent. Donc en fait, tu tapes juste entre guillemets dans ton recrutement et dans tout ça, puisqu'ils savent exactement. Ils savent à quoi s'attendre. Ils aiment ça la plupart du temps s'ils sont là. Donc c'est quand même incroyable. Et encore une fois, bon, c'est comme tout, les réseaux sociaux, quand tu les prends pour ce qu'ils sont, c'est à toi de décider ce que tu vas faire avec. Mais il y a potentiellement beaucoup de choses positives à en sortir. C'est dans le fond très intéressant ce que tu fais, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui proposent ça, mine de rien, dans le e-commerce, d'avoir ajouté cette touche personal branding dans le e-commerce. J'en connais pas énormément. C'est vrai que souvent, dans nous, le côté formateur, énormément, forcément, quand on vend une formation, quand on vend un accompagnement, on vend une partie de nous, la personne nous achète pour un petit peu pour nous, pour notre vie, etc. Mais dans le e-commerce, mine de rien, très peu dans le fond, qu'on vende des tasses, des meubles, etc. Les gens ne vont pas mettre en avant l'équipe qu'il y a derrière, le travail qu'il y a derrière, le patron, et surtout, on va pas le mettre en avant avec une simplicité comme laquelle vous le faites. Ouais. Et je dirais, dans le fond, je pense que t'as même pas fait peut-être exprès de faire ça. Ouais. C'est peut-être instinctif, tu l'as fait comme ça. Et aujourd'hui, je pense que si ça marche si bien, c'est en grande partie aussi par rapport à ça. Si t'étais contenté de montrer que les produits et rien derrière et pas toi, je pense pas que ça aurait. Ouais, certainement. Maintenant, je sais pas avec le recul. Oui. Ouais, je pense que ça a apporté déjà, en fait, ça a créé des liens humains. Ouais. Donc évidemment, c'est sûr que ça s'est monnayé à un moment donné. Clairement. Mais oui, je pense. Et puis en fait, c'est vrai qu'on s'est pas posé la question, quoi. C'est fait, voilà. Tout ça. Et on n'a pas considéré que ça allait à l'encontre du professionnalisme. Oui. Parce que les gens ils peuvent penser ça. Déjà parce qu'ils peuvent avoir honte de se montrer au début, ce que je comprends, hein, moi aussi. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise au début. D'ailleurs, je te le disais. et ils peuvent un peu se rassurer en disant de toute façon je vais pas le faire parce que on va avoir l'impression que je suis pas une boîte sérieuse ou une grosse boîte ou quoi que ce soit. Sauf qu'en vérité tout le monde sait que t'es pas une grosse boîte au début. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire voilà, il y a que toi qui peux rêver qu'un jour voilà. Et d'ailleurs il faut avoir de l'estime pour ce qu'on fait, mais au début il vaut mieux être franc, voilà. Je pense. Et je crois même que des fois tu organises des journées où tu fais des salons, tu vas directement rencontrer tes clients, etc. C'est ça? Totalement. En fait il y a eu des salons, notamment le salon création et savoir-faire qui a eu le porte de Versailles à Paris, où on a rencontré des gens. C'était très drôle parce que du coup les gens me reconnaissaient. Ouais. Et c'était génial, quoi. Franchement, c'était cool parce que moi, pour le coup, je suis pas influenceur, donc je l'ai jamais fait pour ça. Mais c'était hyper sympa. Enfin, surtout que la plupart du temps, les gens sont très bienveillants. Et oui, on a fait des portes ouvertes il y a pas longtemps où justement on a inauguré notre magasin d'usine. D'accord. Et oui, les gens nous connaissent et ils arrivent plein de bienveillance et tout. Et ça franchement, c'est cool. Ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, si je peux donner un conseil à ce moment-là par rapport à ça. Encore une fois, le conseil que je donne, c'est par rapport à mon retour d'expérience et ma vision des choses. C'est pas une vérité absolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans un e-commerce,
Le fait premièrement de l'humaniser en vous montrant en montrant la personne qui est derrière cet e-commerce, je pense que ça fera clairement la différence. Et deuxièmement, vous montrer en vidéo, oui, mais vous montrer aussi en vrai, aller à l'encontre des gens, aller les voir, aller leur serrer la main, aller discuter avec eux. Ça fera vraiment la différence et vous verrez même dans vos ventes, ça changera absolument tout. Aujourd'hui, on a un ère de la digitalisation au maximum. T'as 28 ans, t'es pas de l'ancienne génération, mais enfin, on va dire que t'es entre les deux. Je suis en transition. Ouais, t'es en transition. Moi, je suis déjà de 33 ans. C'est presque, on est encore jeune, on va dire, mais on est dans une génération qui aimons la digitalisation, mais en même temps, on reste des humains et on aime ce côté humain. Et je sais que pour ma part, par exemple, pareil, j'ai des gens qui me suivent, je montre tout derrière, mais j'organise des événements physiques, même si des fois c'est avec 15-20 personnes, on le fait. Ça permet de rencontrer les gens, ça permet de pouvoir échanger. Et je sais que derrière ces gens-là, premièrement, ils sont contents. Ça fait des clients par la suite, c'est sûr et certain, on va convertir beaucoup plus facilement. Mais on le fait pas à la base pour ça. On le fait aussi pour rester humain et en réalité, garder cette humanité, même dans la digitalisation, ça permettra à votre entreprise d'avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants que uniquement montrer des produits, etc. L'IA, tout ça, c'est très bien, ça a plein de valeur ajoutée, mais gardez dans l'esprit que il faut voir les gens, il faut les rencontrer, il faut discuter avec eux, et ça fera vraiment la différence. Ouais. Il y avait une citation. C'était Arnold Schwarzenegger qui disait ça. Il donnait un conseil à Will Smith, et Will Smith qui le raconte. Will Smith, il va le voir, il dit, comment t'as fait pour être une star interplanétaire? Il lui a dit, si tu veux vraiment être une superstar, mais pour nous, c'est pas des superstars, c'est simplement, avoir un vrai business, il faut rencontrer les gens, il faut voir les gens, il faut discuter avec les gens, il faut aller les voir, il faut faire plusieurs villes, il faut faire tout ça. Et plus on va rencontrer de personnes, plus ça va humaniser en même temps ce qu'on va faire, et derrière, ce sera beaucoup plus périn par la suite. Ouais, mais même pendant les campagnes présidentielles et tout ça, ils prennent leur voiture, ils vont voir. Exactement. Les gens. Quand on voit la politique, on n'invente rien. Ils vont voir les gens. Pourquoi? Parce qu'on convertit beaucoup plus de personnes qu'on est allé voir. Ouais. Mais à la base, on le fait pas non plus nous pour convertir. On le fait simplement par plaisir de discuter. Et puis même, il y a une notion de transfert d'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que t'as rencontré plein de gens, t'es remotivé, tu rentres chez toi le soir, tu bosses, tu t'es pas nourri de ta propre substance, quoi. Exactement. C'est-à-dire, il y a des gens, ils t'ont dit c'est génial ce que tu fais, direct, ton cerveau, il a compris qu'il y avait du sens. Je sais pas si t'es en sérotonine ou je sais pas quoi. mais du coup, voilà, exactement. et le lundi, t'arrives et t'es survolté, ouais. T'es survolté, ouais. Je pense. Le bon importe le bon, en fait. Clairement. Écoute, merci beaucoup, Elie. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vous mettrai le lien de son site internet sous cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Pareil, si vous aussi voulez acheter du tissu directement, passez par Elie. Après, le but de cette vidéo, bien évidemment, c'était de parler de son commerce, mais aussi d'expliquer la façon de faire et la façon d'avoir créé ce commerce qui, encore une fois, est assez différente de ce qu'on voit aujourd'hui, et que pour ma part, j'apprécie pas trop de faire des one-shots comme ça. C'est pas trop ma manière de faire. Et là, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire venir Elie, parce qu'aujourd'hui, il a une vraie marque qui tient depuis plusieurs années. En tout cas, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup encore une fois, Elie. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Et puis, si vous avez une question ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à la poser en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre.